Il est 7h moins le quart sur Europe 1, l'heure de Europe 1 vous répond, Pierre de Villeneuve. Hier, en fin d'après-midi, l'homme soupçonné de 34 viols, tentatives et agressions sexuelles dans la forêt de Sénart, en Essonne, a été mis en examen. L'homme de 40 ans ne nie pas, mais ne se rappelle pas des faits, c'est ce qu'a dit le procureur. Les enquêtes de la police scientifique ont réussi à le confondre par son ADN. Bonjour Samuel Rémy. Bonjour. Vous êtes ingénieur de police scientifique et en même temps vous êtes secrétaire général du SNPPS, c'est-à-dire le syndicat national des personnels de police scientifique. Alors, c'est exact. on dit comme ça rapidement, cet homme-là dont on parle a été confondu via son ADN. Alors déjà, pour comprendre précisément ce que ça veut dire, il faut être calé. Et en plus, c'est pas si simple que ça dans ce cas. Non, a priori, on a utilisé des méthodes un peu exceptionnelles pour sortir son profil du fichier, ou en tout cas pouvoir rapprocher un profil qui était jusqu'à présent inconnu d'une identité qui est à confirmer et qui a été confirmée puisque la personne a été mise en garde à vue. Alors cette méthode, ça s'appelle la méthode, je crois savoir, des parentèles. C'est cela, la méthode des parentèles. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode des parentèles ? C'est une méthode qui va permettre de rechercher dans le fichier des empreintes génétiques un profil d'une manière un peu différente. D'habitude, le fichier des empreintes génétiques va rechercher un profil basé sur une identité. Vous avez un profil inconnu, vous allez le comparer avec l'ensemble des profils des individus qui sont enregistrés au fichier des empreintes génétiques pour voir si vous retrouvez un profil identique. Sur la méthode des parentèles, c'est comme si je fais une analogie avec un puzzle. Vous ne travaillez que sur la moitié du puzzle pour voir si vous allez retrouver des profils qui correspondent à cette moitié du puzzle avant de pouvoir creuser pour confirmer ou non si vous avez quelque chose de probant. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Alors ensuite, la deuxième étape, c'est que derrière, vous allez revenir à un travail d'enquête un peu plus classique parce que sur le principe de la méthode des parentèles, vous allez chercher des profils de parents, d'où la racine commune. Ouais. Vous allez chercher des profils de parents, le père, la mère, ou les enfants, ou alors des frères et sœurs. Et cela va vous donner une indication d'un lien familial. Et donc après, il faudra mener un travail d'enquête pour aller voir si dans l'entourage familial du profil qui est sorti par cette méthode des parentèles, vous allez pouvoir retrouver un suspect qui pourrait correspondre au profil inconnu d'origine que vous allez avoir. Et si d'aventure vous retrouvez un suspect, vous reviendrez sur un travail d'analyse classique pour comparer si vous avez une identité entre le profil du suspect et le profil inconnu que vous aviez précédemment. Oui, ça c'est une méthode qui avait été utilisée dans l'enquête autour de la mort d'Élodie Kulik, cette directrice d'agence bancaire violée, assassinée en 2002, je crois. Pour le cas français, le premier cas où cela a été utilisé, c'était au Pays de Galles en 2001 pour une affaire qui datait des années 70. C'est l'origine de cette méthode. Il s'était basé sur des observations sociologiques en constatant un peu empiriquement que quand vous étiez délinquant, votre famille avait plus de chances d'être délinquant aussi et de faire son activité délinquante sur le même périmètre géographique que vous. Donc je vais essayer de comprendre encore mieux, Samuel Rémy, surtout quand des candides comme moi regardent par exemple des séries comme Les Experts sur TF1, etc. On retrouve un bout de cheveux, on analyse le bout de cheveux et puis paf, tac, en un clic, on retrouve la personne qui est fichée, etc. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Non, ça ne se passe pas comme ça, même dans la réalité. Même dans la vraie vie. Déjà dans la réalité, sur les cheveux, le travail est un peu particulier, mais je ne vais pas m'étendre dessus. Dans la réalité, quand vous retrouvez une trace qui supporte de l'ADN, prenons du sang, ça marche mieux. Ouais. Vous allez déterminer en quelques heures un profil génétique et vous obtiendrez une combinaison de chiffres qui va correspondre à la carte d'identité génétique d'un individu. Et c'est vraiment une série de chiffres, comme sur une calculatrice. Oui. Alors ce n'est pas comme sur une calculatrice, mais c'est une série de chiffres qui correspondent à différentes régions de l'ADN qui sont étudiées, et ce sont uniquement des chiffres. Les seules indications lettrées, ce sont X et Y pour le sexe, autrement pour le reste, ce ne sont que des chiffres. Et donc cette série de chiffres, vous allez la comparer avec les autres séries de chiffres, les profils génétiques qui sont enregistrés au fichier dans un deuxième temps, pour voir si par un algorithme informatique, vous avez des candidats potentiels d'identité. Et dans un troisième temps seulement, comme à la télé, vous allez avoir les candidats potentiels comparés au profil suspect, avec encore un expert qui va vérifier que vous avez bien une identité entre les deux propositions. Donc attention, la télé utilise beaucoup trop de raccourcis. La télé raccourcit cela, mais c'est inhérent au format de la fiction. Bien sûr. Samuel Rémy, si je comprends bien, et je reprends votre image du puzzle, on n'a pas retrouvé un ADN, mais plusieurs ADN qu'on a dû comparer ? On a recherché plusieurs ADN. C'est ça. C'est un peu, si on prend une autre image, c'est un peu comme le jeu Qui est-ce. Vous savez, vous cherchez d'abord à éliminer ceux qui sont chauves, puis ceux qui ont des lunettes. Et bien là, on va consulter dans la base de données du FNAIG, donc le fichier des empreintes génétiques,
tous ceux qui pourraient être chauves, et en même temps tous ceux qui pourraient avoir des lunettes, et en même temps tous ceux qui pourraient avoir une moustache. Et après, on va vérifier si parmi tout cela, on peut faire coïncider ça avec le profil du suspect. C'est un travail qui est forcément conséquent, puisque quand vous travaillez de manière classique et que vous recherchez un profil à l'identique, ça se fait en quelques heures. Ça a été le cas sur les attentats du 13 novembre. Sur le travail d'Élodie Kulik, par exemple, ça avait mobilisé 2 personnes à temps plein pendant une semaine uniquement pour rentrer un profil partiel à comparer dans la base du FNAIL et ressortir des candidats potentiels qui ont dû être vérifiés derrière par les services de police. C'est le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le fichier des empreintes génétiques pour faire bref. Donc pas mal d'obstacles et en plus il faut le dire et vous pouvez en témoigner en tant que secrétaire général du syndicat national des personnels de police scientifique, la police scientifique, tous ces experts, alors là c'est vraiment pas comme à la télé, ils ont très peu de moyens. Oui, mais là, je pense que la question n'est pas propre à la police scientifique. On peut avoir le même débat sur la police nationale ou sur l'administration de l'État, mais en tout cas pour la police scientifique, c'est particulièrement criant. L'activité a explosé et les moyens, dans une période budgétaire compliquée, ne suivent pas. Mais comment ça se fait? C'est juste à cause du climat budgétaire actuel? Principalement. On a un petit peu de rattrapage qui se fait puisque l'actualité récente, que ce soit les différentes vagues d'attentats ou l'immigration clandestine, nécessite un recours accru aux techniques de police scientifique, mais aujourd'hui, le surplus de moyens qui arrive n'est pas forcément à la hauteur pour rattraper le retard qui a été accumulé depuis de nombreuses années. Est-ce que ça entrave les enquêtes? Ça ne les entrave pas, ça peut les ralentir, ça peut poser des difficultés de fonctionnement au quotidien, puisque quand vous n'avez plus forcément des couvillons stériles pour aller prélever, eh bien vous êtes obligé de faire un peu plus de bureaucratie pour aller récupérer du matériel ou d'aller vous débrouiller par du système D avec des services voisins pour qu'on vous prête du matériel. Donc tout cela ralentit le travail, démotive les troupes, mais ça ne rend pas le travail techniquement plus difficile ou impossible. Merci beaucoup Samuel Rémy d'avoir été avec nous. Je vous en prie.